trouvera sa chambre au 6e étage du Lutetia. Il s'en doute bien un peu, observe tout en bas les colonnes de l'Exode dans la Beauce, les vélos et les charrettes où sont empilés des meubles et des matelas, les camions au pas au milieu des marcheurs, tout cela rincé par les orages du printemps. Les colonnes d'insectes affolés qui fuient les sabots du troupeau. Ses voisins du Lutetia ont tous quitté l'hôtel. Le grand échalas d'Irlandais binoclard, Joyce en costume 3 pièces, est déjà dans l'Allier. Matisse gagne Bordeaux puis Saint-Jean-de-Luz. L'avion met le cap sur Marseille, entre les deux pinces qui se resserrent du fascisme et du franquisme, alors que se dresse au nord, avant de frapper, la queue du scorpion, la peste brune. Il les connaît, Yersin, les deux langues et les deux cultures, l'allemande et la française, et leurs vieilles querelles. Il la connaît aussi, la peste. Elle porte son nom. Depuis 46 ans déjà. En ce dernier jour de mai 40, où pour la dernière fois il survole la France dans son ciel orageux, Yersinia pestis. Des insectes. Le vieil homme feuillette le carnet, puis s'assoupit dans le bourdonnement. Depuis des jours, il n'a pu trouver le sommeil. L'hôtel était envahi par les volontaires de la défense passive aux brassards jaunes. La nuit les alerte. Les fauteuils disposés dans l'abri au sous-sol, au fond des galeries où sont allongées les bouteilles. Derrière ses paupières closes, le jeu du soleil sur la mer, le visage de Fanny, le voyage d'un jeune couple en Provence, et jusqu'à Marseille pour capturer des insectes. Comment écrire l'histoire du fils sans celle du père? Celle-ci fut brève, jamais le fils ne le connut. À Morges, dans le canton de Vaud, chez les Yersins comme chez les voisins, ce n'est pas le dénuement, mais une stricte frugalité. Un sou y est un sou. Les jupes élimées des mères passent aux servantes. Ce père parvient à coups de leçons particulières à mener à Genève des études de moyenne intensité, devient un temps professeur de collège, féru de botanique et d'entomologie, mais pour mieux gagner son pain, c'est l'administration des poudrières. Il porte la longue veste noire cintrée des savants et le chapeau haut de forme. Il sait tout des coléoptères, se spécialise dans les orthoptères et les acridiens. Il dessine les criquets et les grillons, les tue, place sous le microscope les élytres et les antennes, envoie des communications à la Société vaudoise des sciences naturelles et jusqu'à la Société entomologique de France. Puis le voilà intendant des poudres, et ça n'est pas rien. Il poursuit l'étude du système nerveux du grillon champêtre et modernise la poudrerie. Le front écrase le dernier grillon. Un bras dans une ultime contraction renverse les bocaux. Alexandre Yersin meurt à 38 ans. Un scarabée vert traverse sa joue. Une sauterelle se piège dans ses cheveux. Un doryphore entre dans sa bouche ouverte. Sa jeune épouse Fanny est enceinte. La veuve du patron va devoir quitter la poudrerie. Après l'oraison, au milieu des ballots de linge et des piles de vaisselle, un enfant naît. On lui donne le prénom du mari mort. Au bord du lac, aux eaux pures et froides, la mère fait à Morges l'acquisition de la maison des Figuiers qu'elle transforme en pension pour jeunes filles. Fanny est élégante et connaît les manières. Elle leur enseigne le maintien et la cuisine, un peu de peinture et de musique. Le fils, toute sa vie, conservera du mépris pour ses activités, confondra l'art et les arts d'agrément. Toutes ces foutaises de la peinture et de la littérature rappelleront à ses yeux la futilité de celle qu'il appellera dans ses courriers les guenons. Cela vous donne des idées de sauvageons.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.